Il existe un phénomène étrange, un phénomène que tous les spectateurs de cinéma ont déjà vécu. Celui de sortir de la salle avec la sensation d'avoir vu un film différent de celui qui nous avait été promis. Pas forcément un film décevant, mais un film d'un autre ton, un film d'un autre rythme, parfois même un film d'un autre genre que celui qu'on pensait aller voir. Cette interprétation, elle n'est pas accidentelle, elle n'est pas non plus liée à une mauvaise interprétation de notre part. C'est plus compliqué que ça, elle est le résultat d'une transformation profonde et relativement récente de l'industrie cinématographique. Depuis une quinzaine d'années, quelque chose a changé à Hollywood. Quelque chose qui a profondément bouleversé le marketing d'un film. Parfois même quelque chose qui a bouleversé le film lui-même en entier. Et vous allez voir, moi-même, avant de me lancer dans mes recherches, j'étais loin d'avoir saisi toute l'ampleur du bouleversement que ça impliquait en fait. La bande-annonce. Bon, la bande-annonce d'aujourd'hui, on le sait, elle n'a plus rien à voir avec la bande-annonce des années 2000, ou la bande-annonce des années 80, ou la bande-annonce des années 70. Elle a évolué pour être bien plus aujourd'hui qu'un simple aperçu du film. Non, elle est devenue un objet stratégique, autonome, conçu, ultra testé, ultra optimisé, et même parfois priorisé par rapport au film lui-même. Ça faisait quand même très longtemps que je vous avais pas sorti de petites vidéos comme ça, des petites vidéos enquêtes, des vidéos analyse de l'industrie avec des sources, avec des vrais, vraiment des sources qui se rejoignent, il y a un vrai petit travail de fond. Ça me manquait, je suis très content de le faire aujourd'hui. Comme à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, toutes les sources que je vais vous balancer sont dans la description. Et ce qu'on va analyser aujourd'hui, c'est pas juste un angle genre les bandes annonces d'aujourd'hui elles spoilent trop, ou alors oh là là, ils mentent, ils nous montrent que les meilleurs plans. Non, on va aller vers quelque chose de plus structurel, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. La bande annonce aujourd'hui, c'est quelque chose qui est régi, je dirais, par une logique économique et algorithmique qui lui est propre, et qui coïncide pas forcément avec la logique artistique du film qu'elle est censée représenter. Et vous allez voir, on va même aller plus loin parce que dans certains cas, ce produit qui est censé être marketing à la base va jusqu'à influencer l'œuvre qu'elle est censée représenter et va jusqu'à modifier complètement le film qu'elle accompagne. Mais petit retour en arrière, on est au début des années 70. Au début des années 70, la bande-annonce qui fait son apparition, elle fonctionne alors comme une pure extension du film. Au début des années 70, la bande-annonce, elle fonctionnait alors comme une pure extension du film. Alors elle a un but promotionnel, certes, elle est destinée à attirer le public, mais elle restait directement aussi liée au film. Je veux dire, voilà, vous connaissez tous ces trailers avec une voix off omniprésente qui présente les enjeux, avec une sélection de scènes représentatives, bon... The Movie Group presents Jean-Claude Van Damme in Kickboxer. L'idée, c'est de susciter l'intérêt du public à moyen terme, et c'est de susciter un intérêt qui reste en fait, plutôt que une réaction immédiate et mesurable créée pour que Konbini fasse des articles genre oui, le trailer de Star Wars 7 bat tous les records, ou pour que certains collègues fassent des vidéos réactions d'1h40 sur des trailers Marvel qui font 2 minutes 20. Ça n'existait pas ça dans les années 70. La bande-annonce était un pur outil marketing dédié à accompagner un film pour créer un engouement à long terme. Et ce modèle, évidemment, il commence à évoluer au début des années 2000 avec la montée d'Internet, mais la rupture véritable, elle se produit plutôt quand on arrive dans les années 2010, lorsque YouTube devient la principale plateforme de diffusion des bandes annonces. À partir de ce moment-là, le trailer, ça devient vraiment autre chose. Il est cliqué, il est partagé, il est ultra commenté, il est même parfois disséqué, et c'est à partir de ce moment-là que la bande annonce devient un véritable événement. Under control. Des sociétés apparaissent qui sont spécialisées dans la bande-annonce, qui sont très rarement, voire même jamais montées par les équipes du film. Non, elles sont confiées à des agences spécialisées comme par exemple Trailer Park, AV Squad ou Motion, qui sont les plus connus. Et comment ça se passe ? Mais en fait, ces sociétés-là, elles reçoivent un accès au rush du film, parfois même à des versions provisoires qui sont pas terminées, et elles vont proposer plusieurs montages concurrents à partir de ces rushs. Le montage choisi sera celui qui va le mieux correspondre aux algorithmes des studios, c'est-à-dire celui qui aura la plus de capacité à générer de l'engagement, de l'anticipation et
idéalement des préventes. Donc vous voyez la différence, le réalisateur lui il cherche à créer un film, il cherche à créer une cohérence narrative et une cohérence de ton sur 2 heures. L'agence marketing, elle cherche à maximiser l'impact émotionnel en 2 minutes. C'est 2 métiers radicalement différents. Sauf que ces 2 logiques, elles sont pas forcément toujours compatibles. Des contre-exemples, il y en a plein. Vous connaissez tous l'exemple de Drive, par exemple, ou même le film Crimson Peak de Guillermo del Toro. Je veux dire, ce film-là, c'est un mélodrame gothique romantique qui est très très influencé par la littérature victorienne, et pourtant, les premières bandes annonces l'ont vendu comme un film d'horreur pure qui va mettre l'accent sur les apparitions de spectres, qui va mettre l'accent sur les sursauts. T'as vraiment l'impression de voir une production Blumhouse quand tu regardes la bande annonce de Crimson Peak. Résultat, une partie du public s'est largement senti trompée en attendant un film d'épouvante ultra conventionnel. Le problème, ce qui n'a pas du tout aidé le film dans les critiques et dans sa réception, le problème, c'était pas le film pourtant. Le problème, c'était la promesse. Pareil pour Spring Breakers qui te vend une espèce de Disney Channel trash. Évidemment, quiconque connaîtrait Harmony Korine saurait qu'on n'est pas du tout là-dedans, qu'on n'est pas sur un Disney Channel avec Vanessa Hudgens et Selena Gomez, mais la bande-annonce te vend ça. Et ça peut vraiment nuire à la réception du film. Mais pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on va voir même comment sont pensées et réfléchies les bandes annonces aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque bande annonce publiée en ligne, elle est analysée seconde par seconde, je veux dire. Les studios savent à quel moment le taux de rétention chute, ils savent quels plans sont regardés, ils savent quels segments vont être découpés et partagés sur TikTok. Résultat, vous le connaissez, vous vous en doutez, on est sur une standardisation extrême des bandes annonces qui ont globalement toute la même structure. Je veux dire, vous la connaissez cette structure des bandes annonces contemporaines. Introduction lente, montée en tension, explosion visuelle avec du texte à l'écran, avec quelques punchlines et avec les dates de sortie, titre, puis punchline finale. Et faut vous le dire, vous le savez, mais je le répète, tout le monde n'a pas adopté cette structure-là parce qu'elle est créative artistiquement ou parce qu'elle correspond au film qu'on veut vendre. Loin de là. Tout le monde a adopté cette structure-là parce qu'en fait, en termes de data, en termes d'algo, en termes de tests comparatifs, c'est ce qui a montré au studio que c'est comme ça les résultats ont montré au studio que c'est comme ça qu'il fallait faire et pas autrement, quoi. Sauf que cette transformation de la bande-annonce et de son rôle, et même de sa construction, c'est bien gentil, mais ça a donné parfois des trucs assez aberrants. Par exemple, il y a un cas qui est assez connu, je vais pas passer des heures dessus, mais il va me servir de porte d'entrée dans la prochaine partie. Les amis, c'est le cas de Rogue One, de Star Wars Story. On le sait, dans Rogue One, la post-prod du film a été un massacre, on a changé la moitié du film au dernier moment. On a fait des reshoots à foison, sauf que c'est Star Wars en fait. Donc il faut communiquer beaucoup, il faut communiquer tôt et il faut communiquer fort. Du coup, il y a plusieurs plans du trailer de Star Wars Rogue One Story qui ne figurent juste pas dans la version finale. La bande-annonce te promet des scènes qui ne sont pas dans la version finale du film, qui ne sont pas dans le film en fait. Pourquoi ? Parce que ces images proviennent d'une version antérieure du film qui a été envoyée à l'agence, qui a donc monté les grands moments de cette version antérieure du film, avant ces fameux reshoots qui ont complètement modifié à la fois le scénario et la structure et qui ont supprimé ces scènes-là pour les remplacer par d'autres. Et du coup, on se retrouve avec une bande-annonce qui ment clairement, mais même plus intéressant presque de manière philosophique que ça, qui est presque le vestige et le dernier vestige d'un film qui n'existe plus. Mais ça peut aller encore plus loin, ça peut aller encore bien plus loin. Parfois, c'est carrément la bande-annonce qui va créer le film. Alors oui, je sais que quand je dis ça comme ça paraît un peu improbable, ça paraît un peu too much. Vous allez me dire, oui, mais en fait, le film, il est déjà terminé quand la bande-annonce sort. Très rarement. Le film il est en pleine post-prod quand la bande-annonce sort et on peut encore largement changer les choses. Et pareil, je vais partir sur un cas que vous connaissez tous qui a été assez cité mais pas forcément analysé comme ça. Le cas de Suicide Squad de David Ayer. Let's do something fun. La deuxième bande-annonce de Suicide Squad, elle est montée sur Bohemian Rhapsody de Queen. C'est une bande-annonce qui est ultra colorée, ultra rythmé. Vous voyez un peu le style, je suis un film de super-héros foufou, un peu à la Kick-Ass. Et cette bande-annonce-là, elle a généré un enthousiasme massif. Warner Bros, en voyant ça, commence à se dire que
ce serait peut-être pas mal si le film ressemblait à la bande-annonce en fait. Et si en fait l'agence marketing avait pas fait un meilleur film que le film de David Ayer. En tout cas, un film bien plus bankable et un film qui correspond bien plus aux attentes de ce que les gens veulent voir. Du coup, la Warner a demandé une révision du montage pour complètement changer le ton du film et pour correspondre davantage à la tonalité énergique, humoristique que l'agence marketing avait créée, ce qui a donné le film qu'on connaît aujourd'hui et qui est complètement renié par David Ayer. Et franchement, c'est pas si étonnant quand on te demande de sortir ton film en sachant que ton film a été complètement modifié pour correspondre à la promo du film. Je veux dire, le rythme et la cohérence de Suicide Squad a été complètement rythmé par l'agence marketing qui a créé la deuxième bande-annonce de Suicide Squad, quoi. Mais comment la bande-annonce, elle a autant gagné en importance? Bah, tout simplement parce que... Le football, il a changé. Pas forcément le football, mais l'économie en fait. Parce que maintenant, la majorité des recettes, elles se font sur le premier week-end d'exploitation. Quel rapport, gros con d'Intercut, me direz-vous? Je vais vous expliquer. Depuis les années 2000, un blockbuster réalise une part massive de ses revenus dans les premiers jours. Je veux dire, on le sait, les studios ils cherchent plus vraiment à installer un film dans la durée grâce aux bouche à oreille. Ils visent un impact immédiat, massif, mesurable et vraiment qui pète dès les 48 premières heures. Et pour ça, comment on fait du coup? Comment on fait pour créer une impulsion assez forte pour sécuriser un démarrage maximal? Le trailer. En fait, il faut savoir que vraiment, les studios ils ont des outils de tracking ultra avancés pour mesurer l'évolution de la notoriété ou le nombre de clics ou le nombre de fois où le film est mentionné sur les réseaux après la sortie de chaque bande-annonce. Et si les indicateurs ils sont insuffisants, après par exemple disons la première bande-annonce, et ben on a juste la campagne. Nouveau montage, accent complètement différent, nouvelle musique, repositionnement du ton, on essaie de te vendre un autre film, on sort un nouveau trailer qui n'a plus rien à voir avec l'ancien et peut-être plus rien à voir avec le film tel qu'il est actuellement en fait, mais on s'en fout, c'est pas grave, faut relancer la machine, faut remobiliser le public, le film a 48 heures pour se réussir. La première bande-annonce de Drive, qui est plutôt atmosphérique, plutôt mélancolique, très nocturne, n'a pas forcément bien marché. Ok, en catastrophe, on va te sortir un nouveau trailer qui te vend un Fast and Furious de fou, qui remobilise le public, et peu importe si la bande-annonce est fidèle au film ou pas. Aujourd'hui, il y a certaines bonnes annonces qui atteignent des centaines de millions de vues. Elles sont analysées plan par plan, elles sont théorisées, elles sont remixées. Voilà, comme je l'ai dit, regardez les vidéos de 2 heures de Durandal sur le trailer de Dune ou de Star Wars. Regardez les articles du Monde ou du Parisien ou de plein d'autres médias sérieux sur le fait que la première bonne annonce de Avengers Endgame a été vue plus de presque 300 millions de fois en 24 heures, je crois. 280 millions de fois après vérification. Je veux dire, à ce niveau, faut le dire, la bande-annonce, c'est plus du tout simplement un outil publicitaire. C'est un événement culturel qui est complètement autonome. Et franchement, et là je serais curieux d'avoir votre avis, moi j'ai souvent l'impression que les gens attendent plus la bande-annonce que le film en fait. Les gens font de la bande-annonce un événement plus important que le film en question. Là, regardez sur Avengers Doomsday par exemple, ça fait 1 an qu'on nous parle de la bande-annonce, qu'on nous parle de est-ce que la bande-annonce va nous révéler la présence des X-Men ou pas, on nous parle de combien le film va rapporter au box-office, on fait des théories sur quand est-ce que la bande-annonce sera disponible. En fait, ça peut paraître beaucoup, mais croyez-moi, moi j'ai cette impression que pour une grande partie du public, il n'est pas absurde de dire que le pic d'émotion et le pic de stimulation qu'ils vont ressentir devant un film, il est atteint lors de la diffusion de la bande-annonce de ce même film. Enfin, et c'est mon dernier point, mais évidemment que je vais m'attarder là-dessus parce que ça a tout changé. Alors, 1. La mondialisation. Exemple, regardez Anatomie d'une chute. Regardez le trailer français, la bande-annonce française de Anatomie d'une chute. Ensuite, allez voir la bande-annonce américaine qui a été distribuée donc par Neon Distribution pour la course aux Oscars. Ils ont fait une bande-annonce américaine pour promouvoir le film peu avant les Oscars. Allez voir cette bande-annonce. Ça n'a rien à voir. Pareil pour Alpha. Allez voir la bande-annonce française de Alpha de Julia Ducournau. Allez voir la bande-annonce américaine, ça n'a rien à voir. Tu t'attends à voir un film d'action bourrin et ultra trash, ultra punk en fait. Chose que Alpha n'est absolument pas. Hollywood adapte la culture des autres pays à lui. Mais le truc c'est que Hollywood, par contre, quand il fait une bande-annonce, il fait une bande-annonce mondiale. Il va pas créer une bande-annonce pour la France, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la Suède. Je veux dire, Hollywood fait une bande-annonce mondiale. Et comme, pour l'Amérique, tout le reste du monde pense comme des Américains, ils font des bandes-annonces américaines. Et du coup, ils les réduisent au strict minimum. C'est-à-dire qu'en fait, les bandes-annonces que Hollywood nous pond
sont des bandes annonces qui doivent être vues et comprises par tous, peu importe le contexte, peu importe le pays, peu importe le contexte culturel en fait. Les bandes annonces doivent être compréhensibles et efficaces à Shanghai, comme à Paris, comme à Madrid, comme à Hollywood. Et ça accentue encore la tendance à privilégier l'action, la lisibilité et la promesse du spectaculaire au détriment de la fidélité du film. Encore une fois, les Américains qui ont vu la bande annonce de Alpha, ils ont dû voir le film, ils ont dû se dire mais quoi ? Et Hollywood applique ça à ses propres productions, sans aucun scrupule. Et puis bon, deuxième point, évidemment, l'essor du streaming a radicalisé encore plus cette tendance-là. Parce que sur les plateformes, l'objectif est plus de déplacer les spectateurs vers une salle, mais de déclencher un clic mesurable dans les secondes qui suivent. Il faut générer une action immédiate. Et ça a évidemment aussi beaucoup changé la construction du trailer. Regardez 2 secondes, par exemple, le trailer de The Social Network de David Fincher. Un trailer comme celui-ci n'aurait jamais pu exister si le film, comme le fait maintenant le David Fincher actuel, serait sorti en exclusivité Netflix et aurait dû générer un clic en 2 secondes. Si The Social Network était une exclu Netflix, ce trailer-là n'aurait jamais existé, parce qu'il n'aurait pas capté ton attention en 2 secondes, parce qu'il ne correspond pas aux algorithmes de la plateforme, parce que tu n'aurais pas cliqué. It's gonna be online any second. This is gonna be news. Who should we send it to first? Just a couple of people. The question is, who are they gonna send it to? Site got 2,200 hits within 2 hours. Et évidemment que du coup, cette modification-là, elle a profondément changé même la manière de vendre et de créer des films. Donc non, la bande-annonce, elle a plus comme fonction première de représenter fidèlement le film à un public. Elle doit créer un événement, elle doit provoquer une réaction immédiate, elle doit déclencher un clic. C'est comme ça, la bande-annonce, c'est le premier contact, et parfois le plus intense, du grand public avec l'œuvre. Et du coup, c'est pas seulement une dérive promotionnelle. Moi, je trouve que ça dit beaucoup sur une transformation du cinéma en lui-même. Parce qu'Hollywood te ment. Hollywood te ment consciemment. Hollywood te ment pour t'avoir dans son filet. Et même dit comme ça a l'air évident. En fait, on se dit oui, bah, c'est bon, on sait qu'Hollywood nous ment. Encore une fois, j'ai cité les exemples des années 80, même des années 90, même du début des années 2000. Les bandes annonces te mentaient pas. Et ces exemples où les bandes annonces ont modifié en profondeur le film, il n'y a pas que l'exemple de Suicide Squad. La réception d'une bande annonce peut profondément changer la post-production en catastrophe d'un film. Tout ça, c'est pas juste une dérive promotionnelle comme je l'ai dit, c'est une transformation du rapport au cinéma en lui-même. Et parfois, et Hollywood le sait bien et c'est pour ça qu'Hollywood nous ment, le film réel ne peut même pas rivaliser avec la version condensée et idéalisée et donc fausse que la bande-annonce nous a vendue. J'adore faire ce genre de vidéo, les amis. Vraiment, j'adore faire ce genre de vidéo. Toutes les sources sont dans la description, vous le savez. Si vous voulez que je continue un peu ces formats, n'hésitez pas à me le dire en description parce que vraiment, moi, ça me régale d'explorer un peu l'industrie et les coulisses d'Hollywood. Là, par exemple, j'ai un sujet qu'il faut que je commence à creuser un petit peu en bouquinant, qui est sur la mort des mid-budget movies. C'est-à-dire, vous savez, ces films à 40-60 millions, il y en a plus tant que ça. Les thrillers là, hollywoodiens à micro-budget, 40 millions, il y en avait plein dans les années 2010, ils sont passés où ? Ça peut être intéressant aussi comme sujet. Et il y en a plein d'autres, voilà. Donc si vous voulez qu'on continue comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à soutenir la chaîne pour que je puisse prendre le temps de faire ce genre de vidéo-là. On a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne et qui change tout. On n'oublie pas non plus de s'abonner et de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. Et de me suivre sur Instagram, vous le savez, j'y suis assez actif. Les amis, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.